Aujourd'hui, nous allons voir un phénomène assez curieux qui se produisait à l'intérieur des bombardiers nucléaires américains et qui pouvait littéralement déchiqueter leurs équipages, si ceux-ci se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a presque un an, nous avons parlé du même cas, mais spécifiquement dans le cas du modèle B-29 Super Fortress. Si tu veux avoir beaucoup plus de contexte, je te recommande de regarder d'abord cette vidéo, mais ce n'est pas indispensable, car aujourd'hui, nous n'allons pas seulement expliquer ce phénomène, mais nous irons bien plus loin que ce que nous avions fait dans cette vidéo. Nous verrons comment ce problème, au lieu de disparaître, s'est perpétué, modèle après modèle, jusqu'à sa disparition totale dans le dernier bombardier nucléaire géant américain. Alors, donnons d'abord un peu de contexte historique. B. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, ils se sont retrouvés face à un problème d'ingénierie particulièrement complexe. À cette époque, on utilisait les bombardiers B-17 Flying Fortress et les B-24 Liberators allaient bientôt arriver. C'étaient des machines incroyablement résistantes, polyvalentes et dotées de défenses robustes. Les deux avaient une portée de combat assez correcte, suffisante pour mener des opérations de bombardement en profondeur en Europe. Mais dans le Pacifique, la situation était bien différente. Cette fois, les opérations de bombardement allaient presque toujours se faire à des distances extrêmes. Il fallait parcourir des milliers de kilomètres au-dessus de l'inhospitalier océan Pacifique. Non seulement il fallait un bombardier plus confortable pour des missions de bombardement extrêmement longues, mais il fallait aussi un bombardier plus performant et plus efficace, avec une bien plus grande autonomie et capable d'emporter beaucoup plus de bombes. C'est ainsi qu'est né le B-29 Super Fortress. Ce nouveau bombardier représentait une évolution sans précédent. Presque tout l'habitacle était pressurisé et il disposait d'un système de chauffage qui rendait le séjour à l'intérieur du bombardier très confortable. Comparé à ses prédécesseurs, il pouvait aussi voler beaucoup plus haut et transporter 2 fois plus de bombes. De plus, il avait 2 fois plus d'autonomie que le Liberator, ce qui rendait possible des opérations à des distances inimaginables avant la guerre. Le B-29 a doublé les performances de ses prédécesseurs, mais si l'on regarde bien, il n'a augmenté sa taille que d'environ 40% par rapport au B-17. Comment ont-ils réussi à doubler les capacités du bombardier? Sans augmenter autant la taille finale, eh bien, en optimisant l'espace au maximum. En particulier, pour doubler la soute à bombe. Ce qu'ils ont fait, c'est utiliser tout le couloir qui servait habituellement à relier la zone des artilleurs à la cabine avant. Ce qui faisait que tout le centre de l'avion devienne la soute à bombe. Sa taille a augmenté de façon exponentielle et il était désormais possible de transporter de grosses bombes. Mais cela a aussi divisé l'habitacle de l'avion en deux, une zone de commandement et une zone pour les artilleurs. Pour résoudre ce problème, ils ont relié les deux parties de l'avion avec un tube appelé tube de communication. C'était un tube hermétique qui reliait les deux parties de l'avion tout en conservant la pressurisation. Le tube mesurait 10,3 mètres de long et à peine 60 cm de diamètre. Il fallait ramper pour passer, donc si tu étais un peu costaud, c'était difficile de passer. Il était recouvert de toile et tu pouvais le traverser en 20 secondes si tu étais rapide. Cependant, ce tube était à l'origine d'un danger mortel à l'intérieur des bombardiers américains. Personnellement, je l'appelle le tunnel du diable. Les B-29 volaient à haute altitude, mais cela ne les rendait pas immunisés contre les défenses aériennes japonaises, encore moins contre un intercepteur. Si l'avion subissait des dommages au fuselage ou à l'un des astrodomes qu'il possédait, de mauvaises choses pouvaient arriver. Si les dégâts étaient tels que l'habitacle était exposé, il se produisait une dépressurisation soudaine. Le vent, causé par la décompression, pouvait atteindre 260 km/h à l'intérieur du tunnel. Si un membre d'équipage s'y trouvait, un effet de sarbacane se produisait. Il était projeté et percutait les instruments de la cabine des artilleurs à cette vitesse, évidemment avec des conséquences fatales. Même si tu étais en dehors du tube mais suffisamment proche, tu pouvais être aspiré. Et selon la façon dont tu entrais dans le tube, à 200 km/h, tu pouvais devenir une bille humaine. Ce n'est pas de la fiction. L'avertissement figurait dans les documents des bombardiers de l'époque. Et comme il y avait des membres d'équipage responsables de cela, il y avait aussi des mesures officielles pour éviter tout ce problème. Les membres d'équipage étaient obligés de dépressuriser l'avion 30 minutes avant d'atteindre la zone de combat. Cependant, si le bombardier était surpris par des défenses antiaériennes ou des intercepteurs avant la dépressurisation, les scénarios mentionnés pouvaient se produire, surtout en tenant compte du fait qu'il était courant que les membres d'équipage utilisent le tunnel pour dormir. Le tunnel du diable représentait un véritable danger constant. Ce problème du tunnel venait du B-29 Super Fortress.
mais il a également été hérité par son successeur, le bombardier américain suivant, propulsé par des moteurs à piston. Et le dernier à être uniquement propulsé par ceux-ci fut le B-50 Super Fortress, qui était un développement direct du B-29 en améliorant légèrement les moteurs et sa géométrie. Pour ce bombardier, une grande partie de l'intérieur a été conservée, donc le tunnel est resté présent sans changement, 10 mètres et 60 cm de diamètre. Bien sûr, il avait aussi les mêmes problèmes de sécurité. Le prochain et dernier grand bombardier à hélice fut le B-36 Peacemaker. Celui-ci a commencé à être développé en 1941, pendant la bataille d'Angleterre. À cette époque, l'Angleterre pouvait tomber à tout moment, et si cela arrivait, les États-Unis ne pourraient pas utiliser l'Angleterre comme base pour bombarder l'Europe, rendant inutiles les exilés. Il existe des B-17 et des B-22 Liberator, même les futurs B-29. Ainsi, en 1941, on a commencé à concevoir un bombardier capable de décoller depuis les États-Unis et d'attaquer des cibles à des distances impossibles. Cet avion fut le B-36 Peacemaker, le bombardier ayant la plus grande envergure de l'histoire de l'aviation. Ses versions finales étaient équipées de 6 moteurs en configuration propulsive et de 4 moteurs à réaction pour améliorer son efficacité. Ce bombardier, par rapport au B-29, a augmenté de près de 70% en taille ou même, selon la façon dont on mesure, a doublé la taille de son prédécesseur. À toute fin pratique, il était presque 2 fois plus grand. Et bien que son premier vol ait eu lieu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc qu'il n'ait pas pu remplir son objectif, il a parfaitement convenu aux États-Unis, car c'était le seul bombardier capable de transporter les énormes bombes à hydrogène de 18 tonnes qui ont été développées. Cela s'est produit dès le début des années 50. Ce fut le premier bombardier nucléaire stratégique à portée intercontinentale. Comme il a été conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, il a suivi la même ligne de conception que le B-29, ayant pratiquement la même configuration. Il a hérité de son prédécesseur l'énorme tunnel de communication. Cette fois, il mesurait 26 mètres, soit presque le triple de celui du B-29. Parcourir cette distance en rampant serait totalement épuisant, surtout en le faisant plusieurs fois par jour. C'est pourquoi un petit chariot a été ajouté sur un rail et un câble pour parcourir tout le trajet. Tu pourrais penser que dans ce cas, le Peacemaker serait beaucoup moins dangereux, mais c'est tout le contraire. C'était en réalité encore plus dangereux. En cas de dépressurisation explosive, si un membre d'équipage se trouvait dans le tube sur le chariot, au lieu de produire un effet de sarbacane, il allait se transformer en un projectile sur rail. Le chariot sur rail offrait beaucoup moins de résistance que le corps sur une bâche, et le tunnel était bien plus long, ce qui multipliait la vitesse finale du membre d'équipage. De plus, les B-36 opéraient à une altitude bien plus élevée que les B-29, de sorte que les dépressurisations explosives étaient bien plus sévères. Elles laissaient aussi une fenêtre de seulement 10 secondes pour atteindre les masques à oxygène. Donc si un membre d'équipage se trouvait dans le tunnel, il lui était impossible d'atteindre les masques à temps. Même si l'ordre d'évacuation était donné, se trouver dans le tunnel était une sentence de mort. Car il te faudrait de 30 à 60 secondes de plus que les autres membres d'équipage pour mettre ton parachute. Une éternité en matière d'urgences aériennes. Il y avait de petites mesures de sécurité, comme des portes des deux côtés et un petit frein à main sur le chariot. Mais les portes étaient presque toujours complètement ouvertes. Elles servaient plutôt à isoler manuellement la pressurisation en cas d'urgence. Et lors d'une évacuation, la dernière chose que tu voulais, c'était qu'une de ces portes se ferme, car tu isolerais quelqu'un qui se trouverait dans le tunnel. Heureusement, le B-36 n'a pratiquement pas connu d'engagement au combat, et il a pratiquement été utilisé uniquement lors d'exercices militaires. Lors d'un exercice en particulier, en avril 1951, un intercepteur est entré en collision avec l'avant du bombardier. Tous les artilleurs situés à l'arrière ont réussi à évacuer avec succès. Cependant, aucun membre d'équipage à l'avant n'a réussi à sortir de la partie avant. Dès que le B-36 a effectué son premier vol, le développement du B-52 Stratofortress a immédiatement commencé. L'objectif était simple, créer le premier bombardier stratégique nucléaire à réaction. Les deux camps avaient obtenu des documents et des plans de l'Axe, et en particulier, l'Allemagne fut le pays qui fit le plus de progrès dans ce domaine à cette époque. Il n'était donc qu'une question de temps avant que les Soviétiques ne développent eux aussi leur propre bombardier à réaction. Le nouveau bombardier devait être semblable au Peacemaker. Il devait pouvoir décoller et frapper des cibles à des milliers de kilomètres, tout en étant capable de voler beaucoup plus haut pour éviter les défenses antiaériennes. Et même s'il pouvait techniquement transporter le même poids de bombe,
le B-52 était beaucoup plus rapide, grâce à l'utilisation exclusive de moteurs à réaction. Le B-52 s'est finalement révélé être 2 fois plus petit que le Peacemaker. Et de la même manière, comme lors du passage d'une version de bombardier à une autre, le B-52 a presque doublé les capacités du B-36. L'espace a été beaucoup mieux optimisé et il n'y avait aucune raison d'avoir des cabines reliées par un tube. Les membres d'équipage passaient la plupart du temps assis sur leur siège éjectable, concentrés dans un unique cockpit avant. Au début, le mitrailleur de queue avait une cabine pour lui tout seul, sans accès physique à l'avant. Mais par la suite, cette tourelle a été contrôlée à distance par radar et par ordinateur depuis la zone avant, et cette cabine a disparu. Ainsi, le B-52 a complètement éliminé le grave problème de sécurité du tunnel du diable. Si tu veux savoir pourquoi parfois les B-17 larguaient les tourelles sphériques au sol, tu devrais peut-être regarder cette vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et au revoir.